À la Générale des Assurances, nous vous proposons la protection santé groupe PSG, l'assurance santé au coût bien étudié pour tout regroupement de personnes légalement constituées, entreprises, associations, syndicats, ordres, etc., composé d'au moins 10 employés. Profitez de l'assurance santé complètement modulable nationale ou internationale avec une couverture de vos frais de santé au choix à 50, 60, 70, 80, 90 et même à 100%. Hospitalisation, soins dentaires, soins optiques et encore plus. Pour tout type d'assurance, appelez-nous au 25 31 77 75 ou rendez-vous dans une de nos agences. Au groupe GA, on vous croit, on vous suit. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre Santé Mag avec au menu ce soir le cancer du foie. Le cancer du foie est l'un des cancers digestifs les plus agressifs. Il survient le plus souvent au cours de l'évolution d'une maladie chronique du foie comme une cirrhose ou une hépatite B ou C et dans de rares cas sur un foie sain. Le cancer du foie est la deuxième cause de décès par cancer dans le monde après celui du poumon. On distingue deux types de cancer du foie. Le cancer du foie primitif, dont le plus fréquent est le carcinome hépatocellulaire, et le cancer du foie secondaire ou métastasique. Pour parler du cancer du foie, il est impératif de comprendre l'importance du foie dans l'organisme. Pour cela, je reçois pour vous sur ce plateau professeur Alain Bougouma. Vous êtes professeur titulaire d'hépato-gastro-entérologie au CHU Yalgado Ouedraogo. Professeur Adama Sanou, professeur Sanou est chef de service chirurgie digestive au CHU Blaise Compaoré. Docteur Aboubakar Bambara. Docteur Bambara est médecin oncologue médical et chef de service oncologie hématologie clinique à l'hôpital du district de Bogodogo. Également avec nous ce soir, professeur Roger Sombier. Professeur Sombier est hépato-gastrologue au CHU Yalgado Ouedraogo. Bonsoir messieurs et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir. Chers téléspectateurs, merci de nous suivre et participer à l'émission en appelant au 25 40 79 03. Pour planter le décor, professeur Bouma, quelles sont les principales fonctions du foie, le seul organe capable de repousser ou de se régénérer après ablation ou absédation? Merci Madame Dao. Le foie est un organe rouge-brun, ferme, normalement ferme, logé du côté droit du corps, dans l'hypocondre droit, protégé par le grille costale. C'est la plus volumineuse de l'organisme, qui pèse environ 1,5 kg en moyenne et qui représente 2% de la masse corporelle. C'est un organe vital qui joue un rôle très important dans l'organisme. On va, pour ramasser les choses, attribuer 4 fonctions au foie. D'abord, les fonctions de stockage. Les nutriments qui parviennent au foie vont être stockés et réutilisés en cas de besoin. C'est ainsi que les glucides qui arrivent au foie vont être transformés en glycogène, stockés dans les cellules du foie et en fonction des besoins énergétiques de l'organisme vont être de nouveau transformés en glucose et réinjectés dans la circulation sanguine. Et lorsque les réserves sont épuisées, le foie peut se servir également des acides aminés pour fabriquer également du glucose. De même pour les acides gras, de même pour les graisses qui parviennent au foie vont être transformées en triglycérides et stockées dans les cellules du foie et de nouveau libérées, transformées en glycogène et libérées dans la circulation sanguine. Stockage également du fer dans le foie. Du fer, des vitamines liposolubles, la vitamine A, D, K et la vitamine E, et de même que la vitamine B2 et le cuivre. En dehors de cette fonction de stockage, nous avons également la synthèse des principales protéines de l'organisme. Les acides aminés qui parviennent au foie vont être réutilisés par le foie pour fabriquer les principales protéines dont le corps a besoin, à savoir l'albumine, l'hémoglobine et toutes les globines d'ailleurs, et les facteurs de la coagulation du sang, à savoir les facteurs 1, 3, 5, 7, 9 et 11. Lorsqu'il y a une dysfonction hépatique,
et que ces protéines vont manquer. C'est ainsi que quand il y a un déficit en albumine, on va avoir de l'acide. L'acide, c'est cette eau qui est dans le ventre. On voit des patients avec de gros ventres, avec de l'eau à l'intérieur qu'on retire. C'est ça l'acide. Et lorsque également il y a des troubles de la coagulation, nous allons avoir des hémorragies. La troisième fonction qu'on peut attribuer au foie, c'est la détoxification. C'est la transformation des substances toxiques qui arrivent dans l'organisme. C'est ainsi que ces substances qui arrivent peuvent être vraiment toxiques pour l'organisme. Et le foie est chargé de transformer ces substances toxiques en substances non toxiques. Ces substances peuvent être ces substances qui sont solubles dans les lipides, vont donc être reversées dans la bile et éliminées dans l'intestin et dans les selles. Les substances solubles dans l'eau vont être reversées dans la circulation sanguine, parvenir au rein et être éliminées dans les urines. Ces substances peuvent être fabriquées par le corps, endogènes comme l'ammoniac, ou alors ingérées comme l'alcool. De même, les médicaments que nous prenons par voie orale vont arriver au niveau du foie et vont être absorbés et le foie va éliminer une partie des substances actives produites par ces médicaments-là. La dernière fonction qu'on peut attribuer au foie, c'est la sécrétion de la bile. Le foie va fabriquer de la bile qui est utilisée pour la digestion des graisses dans l'intestin. Pour nous résumer, le foie est une usine chimique complexe qui fonctionne 24 heures sur 24. Et tout ce que nous mangeons, tout ce que nous buvons et tout ce que nous faisons pénétrer dans la peau vont être traités par le foie. Et le foie va aider notre organisme en lui fournissant de l'énergie, en permettant la coagulation du sang, en luttant contre les infections et les toxines et en réglant également la sécrétion des hormones. Voici les principales fonctions du foie. Merci, professeur. Oui. Voilà. Juste au niveau de la fonction du foie, on peut parler de la fonction également de défense donc contre les infections, parce que le foie, en fait, c'est le plus gros organe, comme a dit le professeur. Donc, il est situé en fait sur le trajet du courant sanguin de tous les organes intra-abdominaux. Donc, à ce titre, il va servir de filtre pour les bactéries, les parasites et les virus. Et dans ce cas, évidemment, il va prendre donc, des coups dans les infections par les hépatites B et C, dont on parlera ce soir, qui sont la première cause de cancer du foie. C'est-à-dire que le foie joue un rôle très important dans l'organisme. Que pouvez-vous nous dire sur l'épidémiologie de cette affection dans notre pays? Professeur, vous pouvez... Oui, alors concernant l'épidémiologie en fait du cancer du foie, on va faire en deux volets. Le cancer primitif du foie. Les données générales, si vous voulez, si on prend ce qu'on appelle les cas incidents, c'est-à-dire les nouveaux cas de cancer survenus dans le monde, données 2012 d'un article récent qui date de 2016, 14 millions dans le monde. Wow. Et sur les 14 millions de nouveaux cas de cancer survenus dans le monde, il y a 4 agents infectieux qui sont à l'origine de ces cancers. Donc les infections cancérigènes, les 4 premières, c'est des microbes. Et parmi ces 4 premiers agents infectieux, il y a 3 qui relèvent de notre spécialité, qui est donc l'hépatogastro-entérite. Le premier agent infectieux, c'est Helicobacter pylori, qui est responsable des cancers de l'estomac. Le deuxième, c'est le papillomavirus, qui est responsable du cancer du col de l'utérus. Et les 3 et 4 qui suivent, c'est l'hépatite B et l'hépatite C. Ça, c'est les données au niveau mondial. Une étude récente multicentrique faite sur plus de 1050 patients en Afrique du Nord, subsaharienne, Afrique australe, a rapporté en fait que le cancer du foie était donc l'un des premiers cancers qu'on rencontrait donc, dans tous les services hospitaliers. Et les agents infectieux en cause, c'était le virus B dans plus de la moitié des cas et le virus C à eux deux, ils étaient à 70-90%. Données OMS que j'ai consultées sur le site de l'OMS, l'estimation en fait décès concernant le Burkina Faso, tout âge et tout sexe confondus, datant de 2015, dont l'OMS estime que la cirrhose entraîne 3100 décès par an et le cancer du foie 1400 décès par an. Mais je dois dire que c'est des données clairement qui sont sous-estimées pour ma part. Données hospitalières de mon service, le service de gastro-entérologie de Yalgado,
centre de référence. Donc, c'est des données en fait qui ne sont pas nationales, mais qui regroupent en fait des patients qui nous sont adressés. C'est une étude qu'on a faite en fait en 2016, donc sur la morbidité et la mortalité. C'est-à-dire en termes de morbidité, c'est-à-dire que le nombre d'infections, donc le motif d'admission dans le service, cirrhose et cancer du foie, ça représentait en fait 65% donc des taux d'occupation des lits du service. C'est énorme ça. Et en termes de mortalité, ceux qui avaient donc soit une cirrhose ou un cancer du foie, la mortalité était de 80%. Donc, en ce qui concerne donc, le cancer primitif du foie. Le cancer secondaire du foie, lui, il est beaucoup moins fréquent dans notre pratique. C'est l'un des cancers les plus fréquents en Occident. Dans cette étude qu'on a faite dans le service, sur les 702 cas de cancer du foie, il y avait 100 qui étaient classés comme cancer secondaire du foie, soit 14% en fait. Docteur, Madame Blanche. Oui, ce qu'il faudrait qu'on ajoute, c'est que toujours selon l'Organisation mondiale de la santé, le cancer du foie au Burkina Faso, c'est le premier cancer. Quand on prend un homme et une femme burkinabé, le premier cancer en commun donc, reste donc le cancer primitif du foie. C'est dit donc l'importance de cette maladie au sein donc des pathologies au Burkina Faso. Et déjà, ce que nous pouvons dire dans les consultations d'oncologie, nous sommes en train de finaliser tout ce qui est les cas répertoriés. Nous pouvons dire que nous avons environ 30 nouveaux cas de cancer primitif du foie par mois. 30 nouveaux cas. Donc, si vous multipliez par 12, ça vous donne un peu le nombre de cas, de nouveaux cas annuels qu'on peut avoir, sans dire qu'il y a plusieurs structures qui prennent donc en charge donc, cette maladie qu'est le cancer primitif du foie. Le professeur Sanou. Je voudrais juste ajouter qu'en termes d'épidémiologie, il faut voir aussi l'âge des patients. Parce qu'il y a une différence patente entre l'âge des cancers du foie dans les pays occidentaux et l'âge des cancers du foie dans notre pays. Ce qui est vraiment surprenant et qui est vraiment désagréable, c'est que nous recevons dans nos consultations pour les cancers du foie des patients très jeunes. Des patients très jeunes. Et l'âge... La fourchette d'âge? Mais je peux dire que le plus jeune que j'ai vu jusque-là, depuis pratiquement 4 ou 5 ans, je me suis vraiment intéressé à la chose, c'était 25 ans. 25 ans? Oui. Et dans une étude, donc dans le milieu hospitalier que nous avons mené il y a quelques années, nous avions une moyenne d'âge de moins de 50 ans. Moins de 50 ans, comparativement à l'Occident. Alors qu'en Occident, c'est 60 et au-delà. C'est 45 ans dans le service de gastro. C'est 45 ans la moyenne d'âge. Comme il a dit, les moins de 20 ans ne sont pas épargnés. Et la moyenne d'âge en Occident, effectivement, c'est plus de 60 ans. On estime que pour la répartition globale dans le monde des cancers du foie, le Burkina faisant partie, bien sûr, de cette partie du monde. Et on estime qu'il y a des zones de haute prévalence, c'est l'Afrique, c'est également les pays du sud-est asiatique, où on a à peu près 20 à 40 cas par an pour 100 000 habitants. Cela est dû à quoi? On va en venir, les facteurs favorisants. Et il y a des zones de moyenne prévalence, c'est l'Amérique du Sud, et également c'est le Japon. Et les zones de basse prévalence, où c'est l'Amérique du Nord et l'Europe de l'Ouest. Et il faut dire que, comme l'a dit le professeur Sanou Adama, le cancer africain, le cancer du foie de l'Africain, survient à un âge beaucoup plus jeune qu'ailleurs. On estime que ça survient entre 35 et 40 ans, 35 à 50 ans pour la plupart. C'est très jeune. Nous entendons parler également de cancer primitif du foie et de cancer secondaire. Quelle différence il existe entre ces deux types de cancers, professeur Bougnou? Dans le cancer primitif, le cancer primitif du foie, le cancer naît des cellules du foie, des tissus du foie. Dans le cancer secondaire, les cellules cancéreuses vont venir se fixer, dans le foie, mais les cellules proviennent d'autres organes. Okay, c'est comme un cancer de poumon, voilà, qui va envahir le foie. Et il faut, pour ramasser un peu les choses, dans les cancers secondaires du foie, le foie est victime.
le coupable vient de notre organe. Et dans le cancer primitif, le foie, le problème vient du foie. Professeur Sombier, quelles sont les causes ou facteurs de risque du cancer du foie? Alors, c'est un cancer qui a la particularité, en fait, donc, de survenir 9 fois sur 10 sur un cancer, sur un foie préalablement malade. Donc, les facteurs de risque sont clairement identifiés. Le premier facteur, c'est la cirrhose. Donc, la cirrhose, c'est quoi, en fait? C'est un indicateur de lésion dans le foie, donc qui va plus ou moins s'étendre sur 5, 10, 15, 20 ans. Les lésions vont être cicatricielles, fibreuses et désorganiser, si vous voulez, l'architecture normale, entraver la connexion entre les cellules du foie qu'on appelle les hépatocytes. Et donc cette désorganisation va entraîner donc à la longue une insuffisance de fonctionnement du foie et elle va faire le lit du cancer. Donc dans la littérature, en théorie, quelqu'un qui a une cirrhose, sur 1 an de suivi, il a entre 2 et 5% de risque de faire un cancer du foie. Vous multipliez ça par 10, ça veut dire que sur 10 ans, si vous le suivez, il aura entre 20 et 50% de risque de faire un cancer du foie. Et la première cause de la cirrhose, c'est connu chez nous, ce sont les infections virales, hépatite B et C. À côté de ça, on a l'alcool qui est un facteur aggravant, qui est plus fréquent dans les pays occidentaux. Il y a des agents infectieux qu'on appelle la aflatoxine. Et clairement, l'âge est un facteur de risque. Plus on est âgé, et le sexe, c'est un cancer qui survient 8 fois sur 10 chez l'homme. Et l'association, évidemment, de ces différents facteurs augmente le risque de faire le cancer si on a 2 virus, 3 virus ou qu'on consomme de l'alcool en plus. Alors, sachant que maintenant, il y a le surpoids qui apparaît comme un facteur de risque particulier, mais voilà, du cancer donc... du foie. Ou du cancer de façon générale? Du cancer du foie et du cancer même de façon générale. Je crois que notre collègue oncologue va le dire. Je crois que le surpoids, l'obésité apparaît comme un facteur en tout cas de risque ou de surrisque du cancer du côlon, du cancer du foie. Docteur Bambara. Oui, ce qu'il faut dire, c'est en dehors des facteurs qui ont été cités, bien sûr, de jour, il a été clairement établi le rôle néfaste du surpoids. Donc, il faut sans dire qu'il faudrait faire attention. Non seulement c'est au niveau donc, du cancer primitif du foie, mais d'autres types de cancers. Donc, ce sont des facteurs qui sont clairement établis. Et comme vous le voyez, on le dit, c'est vraiment la cause infectieuse qui est la cause la plus importante de survie donc de ce cancer qu'est le cancer primitif du foie. D'accord. Professeur Bougouna. Pour compléter, revenant sur la aflatoxine, c'est cette poudre jaune qu'on trouve dans les céréales. Également, quand on décortique les arachides, cette poudre jaune qui est à l'intérieur et qui est une moisissure qui infecte les céréales dans des conditions humides et chaudes comme de conservation comme on en a ici. Je reviens également sur l'alcool qui est un facteur très important et qui nous inquiète ici. Surtout l'alcool frélaté dans nos quartiers, c'est une catastrophe. Et l'alcool, le lien entre l'alcool et le cancer du foie, c'est établi. De même le tabac. Une étude grecque a montré que si vous fumez plus de 30 cigarettes par jour, vous avez le risque relatif de faire un cancer est de 8,4%. 8,4 relatif pour vous fumez plus de 30 cigarettes par jour. En dehors de ça, il y a les maladies métaboliques également, telles que l'hémochromatose, qui est une maladie due à un excès de fer dans l'organisme, et également la tyrosinémie, d'autres affections qui peuvent entrer en ligne de compte également pour sont des facteurs favorisants du cancer du foie. Okay, je reviens encore vers vos professeurs Sombier. Pour le plus grand public, quelles sont les manifestations du cancer du foie? Quels sont les signes? Alors, les circonstances de découverte du cancer du foie, ça va être les mêmes manifestations cliniques, qu'ils soient primitifs ou secondaires. Ça va en fait de la maladie infraclinique sans symptômes, rien du tout. Donc c'est ce qui se passe et c'est ce que j'essaie même d'expliquer malheureusement aux patients que je découvre dans un stade déjà symptomatique parce que quelque part ils culpabilisent lui ou ses accompagnants ou son conjoint ou sa conjointe. Je leur explique que c'est pas de sa faute, c'est quelque chose qu'il avait probablement depuis plusieurs mois, plusieurs années, mais ça ne s'exprimait pas. Donc les manifestations cliniques vont apparaître quand le cancer va avoir une proportion importante. En moyenne, c'est 8 cm au niveau du foie pour que le malade ait des symptômes. Et les symptômes, ça va être déjà une maladie trop évoluée, trop compliquée. Ça va être un amaigrissement, les yeux jaunes qu'on appelle la jaunisse ou l'ictère,
une perte d'appétit, des douleurs donc à droite où siège le foie. Ça peut être une voussure, une augmentation du volume de l'abdomen. Ça va être des complications des signes de la cirrhose, c'est-à-dire le malade va avoir de l'eau dans l'abdomen, ce qu'on appelle une ascite, des œdèmes, les jambes qui vont enfler. Ça peut être une hémorragie digestive. Le malade va vomir du sang et à l'issue des examens, on va découvrir qu'il a ce qu'on appelle une hypertension portale. Il va rompre ses varices œsophagènes en fait. Donc clairement, ce qu'il faut retenir, c'est un cancer qu'il faut dépister plutôt que diagnostiquer. Parce que si le malade vient qu'il est déjà symptomatique, c'est déjà trop évolué, c'est déjà trop avancé. Ouais. C'est très difficile. Parlant de dépistage, il est prouvé qu'en Afrique, 70% des cancers du foie surviennent sur des personnes nées de mères antigènes HBS positifs, déjà infectées. Donc la transmission se fait très tôt dans l'enfance, pendant la grossesse et dans la petite enfance, ce qui fait que les cancers du foie surviennent à un âge beaucoup plus jeune chez nous qu'ailleurs, où l'individu constate l'infection après son enfance. Oui, ce qu'il faut dire aux gens, c'est que comme le cancer ne survient pas d'emblée, c'est un processus, c'est-à-dire que c'est l'évolution des cellules cancéreuses qui vont donc, comme on l'a dit, atteindre un certain volume de la tumeur, que ce soit un signe qui se manifeste. Donc c'est dire que, par exemple, le foie normal n'est pas palpable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas toucher le foie normal. Quand le foie est sain et normal, on ne peut pas le toucher. Donc c'est lorsqu'il y a cette transformation sous forme de cancer qu'apparaissent les symptômes. D'où l'importance justement d'avoir une bonne hygiène de vie, des dépistages, de programmes où on allons faire un bilan annuel. Il ne faudrait pas généralement attendre d'avoir des symptômes. Donc ça peut arriver, comme l'a dit le professeur Sombier, on estime que peut-être ce sont la non-vigilance du patient ou de l'accompagnant ou de l'entourage. Non, parce que c'est un processus. Donc, lorsque les signes commencent à apparaître, c'est en ce moment que nous sommes au stade de maladie. Oui. Je voudrais juste ajouter que nous avons aussi un problème, disons, dans nos sociétés qui aggrave en fait l'évolution de la maladie. C'est le fait de banaliser les signes et symptômes. Il y a quelquefois, il n'y a pas de symptômes. Les symptômes sont rares, mais au début, quelquefois, il peut y avoir des petits signes qui doivent, des petits signes comme une fatigue inexpliquée, des petits signes comme une difficulté à s'alimenter. C'est en fait des signes qui montrent un peu qu'il y a un trouble du fonctionnement du foie ou de l'organisme. Et c'est pas seulement important pour le foie, mais aussi pour les autres organes. Et nous voyons que très souvent, la grande majorité des cancers dans nos pays sont diagnostiqués à un stade tardif. Tout simplement parce que nous banalisons beaucoup les signes. Il y a aussi le fait que la couverture sanitaire du territoire burkinabé, par exemple, puisque c'est ce dont nous parlons, n'est pas suffisante. Il y a plusieurs sujets burkinabés qui n'ont quelquefois pas accès tout de suite à des soins devant un signe particulier. Ce sont ces éléments-là qui font que nous voyons les patients souvent tard. Premier motif d'hospitalisation dans le service d'hépato-gastro-entérologie, le cancer du foie constitue un problème de santé publique. Quelle est la prévalence du cancer du foie au Burkina Faso? À quel stade les malades arrivent-ils dans les formations sanitaires? Des réponses dans ce reportage signé Colin Ebier et Lazare Pouya. Le cancer primitif du foie, voilà une pathologie qui prend de l'ampleur au Burkina Faso. Selon les statistiques, la maladie est souvent constatée dans les formations sanitaires, mais la situation n'est toujours pas bien précise. Au Burkina Faso, on estime environ en consultation, selon une étude qui avait été réalisée au service d'hépato-gastro-entérologie, que 25% de cas d'hospitalisation étaient liés au cancer primitif du foie. Selon les spécialistes de la santé, le cancer du foie est dû à plusieurs causes, dont l'hépatite B, qui sont les causes les plus fréquentes. Il existe d'autres causes également liées à la consommation abusive de l'alcool et la surcharge en fer. Malheureusement, les patients arrivent très souvent dans les formations sanitaires à un stade très avancé. Nous rencontrons nos patients à un stade terminal.
ou à un stade où nous n'avons plus de possibilités thérapeutiques, médicales et chirurgicales que nous pouvons le proposer. Il n'y en a pas au stade que nous rencontrons fréquemment nos patients. C'est le dépistage des différentes étiologies, notamment l'hépatite B et l'hépatite C, qui peut permettre de pouvoir traiter ou découvrir le cancer du foie à un stade vraiment traitable. Le coût du traitement du cancer du foie dépend du stade de la maladie du patient. Seul le dépistage précoce permet de sauver le patient. Il permet donc de prendre en charge le malade assez tôt. La survenue du cancer du foie se situe généralement dans la tranche d'âge de 35 à 55 ans, sauf des cas majeurs. Il faudrait peut-être un programme qui puisse prendre en compte le dépistage des différentes étiologies afin de prévenir la survenue du cancer parce que la prise en charge même du cancer du foie est pluridisciplinaire et avec des moyens très coûteux. Face à cette situation et au regard des difficultés liées aux causes et au traitement du cancer du foie, un programme s'impose. Un programme qui permettra de prendre en compte certains facteurs, notamment le dépistage. Sachez bien que la survenue du cancer du foie survient dans une tranche d'âge de 35 à 55 ans, en gros. Donc ça veut dire que c'est la frange active de la population. En termes de coût, il y a le coût humain que cela peut apporter, en quelque sorte, et il n'y a pas un coût réel comme ça que je puisse vous donner. Au regard de ce qui précède, il est nécessaire, voire urgent, de se faire vacciner, ce qui permettra de limiter le nombre de personnes qui seraient infectées par l'hépatite B. Depuis quelques mois, le Burkina Faso dispose d'un service propre à la prise en charge des patients souffrant de cancer. Ce service est situé dans l'hôpital du district de Bogodogo. Nous y avons rencontré un patient qui nous parle de sa maladie, découvrant son témoignage en même temps que ce nouveau service dans ce reportage de Kouda Nongda et Lazare Pouya. Le nouveau service d'oncologie et d'hématologie clinique, entendez par là le service qui s'occupe des problèmes du cancer, est logé dans l'hôpital du district de Bogodogo. Il est fonctionnel depuis quelques mois seulement et a une capacité d'accueil de 25 lits. Ce service, qui a une quinzaine de personnel, est composé de 2 unités, l'unité d'hospitalisation et l'hôpital du jour pour la chimiothérapie. Et c'est dans cette dernière unité que nous avons rencontré Bouba, un patient que nous avons surnommé pour des raisons d'éthique et de déontologie. La cinquantaine bien sonnée, Bouba souffre d'un cancer de foie depuis quelques mois. Il faut dire qu'il y avait mon épouse qui était malade. Mais je ne pense pas que c'est ça qui a eu une impression. Donc, je suis allé en consultation. Ça fait 2 mois après les douleurs. Et puis, les examens l'ont révélé ça. Il arrive qu'en périphérie, en pensant vouloir sauver le malade, je pique par inadvertance, sans savoir qu'est-ce que c'est. Comme ils m'ont dit que c'est la question virale. Bon. C'est vraiment le cas. Bouba a commencé par le traitement traditionnel, quelque chose qui n'a pas eu du succès, puis il décide en tant qu'agent de santé d'aller dans une formation sanitaire. Il faut utiliser des médicaments traditionnels. Ça veut dire que comme dans le courant en Afrique, on dit souvent, j'ai eu ça, j'ai utilisé ça et ça a passé. C'est une maladie qu'on veut dire que ça pèse sur la personne qui est malade. Est-ce que tu ressens les maux, tu ressens la fatigue, tu ne peux plus aller librement où tu veux, un peu comme ça. Bon, sur le poids du regard, c'est vrai que d'autres sont curieux quand ils viennent pour te rendre visite, ils veulent savoir de quoi tu as mal. Mais moi, je pense que le diagnostic d'une maladie, c'est entre lui et son médecin traitant.
Donc je ne pense pas pouvoir dire à tout celui qui vient pour me voir, je souffre de ça, je souffre de ça. Cette maladie joue beaucoup sur le physique de Bouba, qui n'arrive plus à faire certaines activités et même de s'exprimer correctement. Il est également conscient qu'il ne peut pas guérir de ce mal. Tu es assis pour faire ton travail sur une chaise. Je peux le faire jusqu'à un certain moment, mais pas pendant tout le temps. Mais c'est que peut-être que c'est pas une maladie qu'on peut en guérir. Mais bon, c'est pas mieux de continuer de tripoter des malades encore. Face à ce mal, Bouba n'a qu'un seul conseil à la population. Si on prend des dispositions pour éviter, c'est bien. Parce que la réalité des choses n'est pas simple que ça. Adopter une vie familiale saine et se faire vacciner contre les maladies virales et de l'hépatite B sont entre autres moyens de prévention pour éviter le cancer du foie. Nous avons le regret de vous annoncer que le patient qui a parlé, qui a témoigné dans ce reportage est malheureusement décédé. Paix à son âme et toutes nos condoléances à sa famille. Retour donc sur ce plateau, professeur Sombier, comment établit-on le diagnostic du cancer du foie? Le diagnostic du cancer du foie, je l'ai dit, une fois que le malade est symptomatique, ça va être à l'examen du malade. S'il a un foie qui augmente de volume, qui a des caractères qui sont durs, ça peut être pierreux, c'est douloureux. Et l'examen le plus simple, en fait, c'est vraiment l'échographie qui va permettre d'analyser la structure du foie et donc de montrer qu'il y a des foyers anormaux. Il y a le scanner, il y a l'IRM. Maintenant, pour avoir la certitude diagnostique, on peut faire un prélèvement quand on a un doute sur des toutes petites lésions pour faire un examen au microscope. Mais en pratique, ça survient le plus souvent sur un foie de cirrhose. On a des arguments sur le plan de la clinique, de la biologie et de l'imagerie. Il y a un marqueur qui s'appelle l'alpha-fetoprotéine, mais qui est clairement un marqueur de diagnostic tardif. Il n'est pas très bon parce que quand il est à un taux très très élevé, le cancer est déjà évident. Et le vrai problème en fait pour le diagnostic du cancer, c'est de se dire est-ce qu'on fait un diagnostic du cancer à un stade qui est curable, avec des possibilités donc de guérison, ou à un stade qui n'offre pas de possibilité de traitement curatif. Et là, clairement, je le dis ici, que ce soit dans les pays les plus développés et chez nous, dans la pratique quotidienne, il faut faire un dépistage. On connaît les facteurs de risque, c'est les infections virales, c'est la cirrhose. Donc les malades doivent faire le test, connaître leur statut. On fait le dépistage, le cancer est tout petit, on peut le détruire ou les chirurgiens peuvent le réséquer. C'est les seuls traitements à visée curative. Sinon, autrement, le diagnostic est tardif. Vous voulez compléter? Oui, je voulais juste compléter en disant qu'on a l'échographie qui est quand même disponible, voilà, qui est relativement accessible, le coût n'est pas exorbitant, qui permet quand même d'avoir une première vision sur cette tumeur-là et qui permet d'avancer sur le diagnostic. Au-delà de l'échographie, vous aurez d'autres examens d'imagerie. Justement, parlant d'examens nécessaires, est-ce que ces examens sont disponibles et accessibles partout au Burkina? Est-ce que le coût aussi est abordable pour la majorité des populations? Alors, au point de vue de l'échographie est disponible, je ne dirais pas dans toutes les parties du territoire de notre pays, mais l'échographie est disponible dans tous les grands centres médicaux, théoriquement. Alors, au-delà de ça, l'échographie, le prix est assez abordable. Il va de 10 000 francs, l'échographie abdominale, de 10 000 francs à 15 000 francs. Ça dépend de ce qui est recherché dans cet examen. Alors, au-delà de cet examen, on peut aller plus loin dans les cas où on a besoin de plus de spécifications et c'est là que ça devient compliqué. En ce moment, on demandera un scanner abdominal pour rechercher des signes qui peuvent nous permettre de dire que c'est un cancer. Alors, le scanner, malheureusement, coûte beaucoup plus cher, c'est au moins 50 000 francs. Et dans d'autres cas, on est obligé de demander une IRM
Le scanner, déjà, il n'est pas disponible partout. On sait qu'il est disponible dans nos deux grandes villes, Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. Et on peut être amené à demander une IRM pour avoir plus de spécifications et faire un traitement correct. Et là, c'est encore plus compliqué parce qu'il est encore plus cher, l'IRM, mais il n'est pas disponible, par exemple, à Bobo-Dioulasso, je pense. Il est disponible à Ouagadougou. Donc voilà les éléments qui permettent d'avancer également sur le diagnostic. Docteur Bambara. Oui, je pense que comme on parle de diagnostic, c'est-à-dire à quel moment du coup donc cette maladie, il faut vraiment insister et que malheureusement le tableau triste que nous avons lors de nos consultations, c'est que nos malades arrivent à des stades avancés. Dans la très grande majorité des cas, environ 60 à 70% des cas, mais les malades arrivent à des stades avancés. Alors qu'on l'a vu ici, que c'est un processus qui aboutit donc à la maladie. Et si les malades arrivaient tôt, ça allait nous permettre donc d'avoir des stades précoces et donc avec vraiment des possibilités énormes donc de pouvoir s'en sortir. Donc c'est interpeller et dire ici que c'est vrai qu'il y a des examens nécessaires, mais faisons, comme l'a dit le professeur Sanou, ne nous négligeons pas. Lorsque vous sentez quelque chose au sein de votre organisme qui n'existe pas, une fatigue inhabituelle, un manque d'appétit, ça ne sert pas, comme vous l'avez vu, de prendre, parce qu'un tel a utilisé tel médicament ou tel autre pour pouvoir se soigner, c'est-à-dire faire de l'automédication. Il y a des gens qui ont été formés pour cela. Donc lorsqu'on a des signes qui n'existaient pas déjà, il est toujours intéressant d'aller consulter pour nous permettre d'avoir des stades précoces et donner toutes les chances aux patients. Okay. Pour compléter, permettre justement donner cette chance au dépistage, c'est de se faire dépister d'abord pour l'infection virale qui est la plus fréquente ici, l'hépatite B ou l'hépatite C, secondairement, et éviter d'écouter ou de lire dans la rue ce qu'on nous promet de traiter et guérir les hépatites par des traitements un peu charlatanesques. Il faut se faire dépister d'abord. Et une fois qu'on est dépisté, se faire suivre. Et ne pas se contenter de prendre des racines, de boire et de croire qu'on guérit son hépatite. Et si on est suivi, régulièrement suivi, on donne beaucoup plus de chances au dépistage du cancer à un stade très précoce. Par l'échographie, justement, demander au moins une fois par an. Et entre des mains expertes, des mains entraînées, on peut découvrir le nodule au petit stade, où encore on a des chances de l'enlever et de guérir parfois de son cancer du foie. Je voulais juste ajouter quelque chose pour un peu encourager peut-être les téléspectateurs. C'est que depuis quelques années, nous on a commencé à nous y intéresser depuis quelques années. Je sais qu'au début de notre expérience, on n'avait vraiment que des cas où il n'y avait pratiquement rien à faire. Le malade venait, soit la tumeur était trop grosse dans le foie, ce qui ne permettait pas d'enlever la partie du foie en chirurgie qui comportait la maladie avec une survie possible, ou bien c'était déjà des tumeurs qui étaient métastatiques au niveau du foie, au niveau du poumon par exemple. Alors maintenant, depuis le début, depuis quelques années, on assiste quand même à des nouveaux cas qui sont encourageants parce qu'on voit des patients avec des plus petites tumeurs, même s'ils ne sont pas nombreux, on arrive quand même à voir des patients avec des plus petites tumeurs. Ce qui n'était pas le cas avant. Voilà, qui n'était pas le cas avant et qui nous permettent de faire quelque chose pour ces patients. Et ça, c'est aussi un travail qui a été commencé depuis un certain moment au niveau du service de gastro-entérologie qui permet de suivre ces patients-là, de leur permettre d'avoir un diagnostic précoce de cancer du foie. Oui, juste pour compléter, c'est-à-dire le diagnostic finalement du cancer primitif du foie, l'agent causal est connu 9 fois sur 10, c'est virus B et C. Donc, fatigue, manque d'appétit, je crains que ce soit déjà bien trop tard. Le message qu'il faut faire passer et retenir, c'est qu'en fait, tout le monde doit faire son dépistage et connaître son statut vis-à-vis donc de l'hépatite B et de l'hépatite C. Et à partir de ça, il se fait suivre. Tous les malades ne vont pas être traités, ils vont être suivis. Et ceux qui ne sont un traitement vont avoir un traitement donc, précoce et éviter justement qu'ils fassent une maladie, un cancer du foie. Et là, on pourra faire un diagnostic même à un stade curable que le chirurgien pourra réséquer.
Docteur Bambara, est-ce qu'on peut traiter le cancer du foie? Alors, c'est une question délicate et il faut, comme on l'a dit, tout dépend donc du stade. On l'a vu ici que lorsque le patient arrive à un stade précoce, il est beaucoup plus facile avec des tailles, c'est-à-dire qu'on essaie de mesurer avec les différents examens dont on a parlé la taille du nodule. Si cette taille est inférieure à 2 cm par exemple, notre aîné professeur Sanou, ici, sera vraiment bien ravi de recevoir ce patient pour lui faire une très bonne chirurgie. Malheureusement, comme on le dit, dans 60 à 70% des cas, les malades donc des patients arrivent donc à des stades qui sont très avancés, avec ce que nous avons, soit de l'eau à l'intérieur du ventre, ce qu'on dit sur le terme technique de l'acide, ou alors avec une fatigue extrême, amaigrie, ou même d'autres localisations, soit au niveau des poumons ou ailleurs. En ce moment, ça devient très compliqué parce que nous avons donc difficilement des possibilités donc de guérison. Donc c'est ce qu'il faut dire, tout dépend du stade. Okay, mais quel type de traitement existe ici? Alors, il faut dire que le traitement aussi dépend donc du stade. Mais ce qu'on peut dire déjà au Burkina Faso, nous avons déjà la possibilité, pour ceux qui viennent vraiment avec des lésions acceptables, de faire donc de la chirurgie avec ici présent le professeur Sanou. Et aussi dans certains cas où il est quand même difficile, parce que l'objectif des médicaments, c'est essayer de pouvoir réduire ces tailles. Et c'est en ce moment donc nous proposons des traitements médicamenteux que nous avons ici en tant que cancérologue médical. Donc tout vraiment dépend du stade. Voilà. Il y a d'autres techniques de traitement qui existent, mais pour le moment, tel que c'est que on peut faire de la chimio-embolisation, c'est des thèmes techniques, la radiofréquence, c'est des thèmes techniques, mais cela n'est pas possible pour le moment, en tout cas au Burkina Faso. Ce que nous pouvons mettre en exergue et encourager ceux qui ont osé vraiment aborder cette technique de la chirurgie hépatique, c'est bien sûr dire que cela est faisable au Burkina Faso avec beaucoup plus de succès. Okay. Professeur Sanou, pour compléter, puisque vous êtes interpellé, vous êtes spécialiste en la matière. Oui, en fait, je voudrais dire que, comme il l'a dit, le meilleur traitement actuellement, dans l'état actuel des connaissances, dans les cas qui sont pris tôt, c'est la transplantation hépatique. C'est-à-dire que vous avez un patient qui a une hépatite virale, qui est traité pour son hépatite virale, mais il a déjà développé une cirrhose qui évolue pour son propre compte. Et cette cirrhose va entraîner un cancer du foie. Si l'on fait le diagnostic avec des tumeurs qui n'excèdent pas, il y a des critères bien connus, en tout cas une tumeur de moins de 2 cm ou 2 ou 3 nodules dont la somme ne fait pas 5 cm, ce sont des malades qui sont éligibles à une transplantation, ce qui permet de leur enlever le foie malade qui a la cirrhose et de leur mettre un nouveau foie qui est un foie sain, étant donné qu'ils sont traités déjà pour le virus et l'hépatite C ou B, ben ces patients-là vivront leur vie sans problème. Cela est possible ici? Nous n'avons pas encore la transplantation et nous avons ce qui est moins bien que la transplantation, mais c'est aussi un traitement d'attente. Même dans les endroits où il y a de la transplantation, vous savez que la transplantation, les gens sont mis sur des listes d'attente pour la transplantation, mais en attendant qu'ils puissent avoir le nouveau foie, ce qu'on leur fait, c'est la résection, comme il a dit. C'est aller enlever la partie du foie qui est malade. Donc c'est ce que nous faisons ici. Pour les petites tumeurs, on peut aussi faire, comme il l'a dit, de la radiofréquence, c'est-à-dire qu'on met un dispositif au niveau du tissu du foie, à côté de la tumeur, et on envoie des ondes qui vont permettre de brûler le tissu cancéreux. Lorsque c'est des petites tumeurs, ça peut marcher. Mais on peut dire que pour l'instant, le meilleur traitement, c'est la chirurgie. Mais cette chirurgie peut être aussi entourée de médicaments d'oncologie médicale, également qui sont soit pris par la bouche ou bien par voie veineuse, ou bien qui sont instillés directement dans la tumeur par voie artérielle. Donc ces traitements divergent selon le début, selon qu'on soit au début ou à la fin de la maladie. Docteur Bambara, quand parle-t-on de traitement palliatif?
Alors, donc on parle le plus souvent de traitement palliatif lorsqu'on n'a pas de possibilité de guérison. C'est-à-dire qu'on ne fera qu'un traitement pour essayer donc de prolonger la survie et améliorer le confort du malade. C'est-à-dire qu'ici, on ne peut pas dire que vous allez guérir donc de cette maladie. On sera obligé de voir tout ce qu'on peut faire de telle sorte que vous n'ayez pas mal, de telle sorte que vous puissiez avoir l'appétit pour pouvoir vous alimenter, de telle sorte que vous puissiez bien dormir, de telle sorte que vous puissiez prendre le poids. Mais il est en ce moment très difficile pour le spécialiste que nous sommes de vous dire que vous allez guérir. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on parle de traitement palliatif. Là, il n'y a pas de possibilité de guérison, à la différence donc du traitement curatif où on est sûr que le malade pourra donc guérir de cette maladie. D'accord. Allez-y, professeur Abougma. Le traitement palliatif ne soigne pas la tumeur. Ça accompagne le malade. Ça accompagne le malade. Alors, ce n'est pas un traitement curateur. Donc, ce traitement, on pallie à l'impossibilité de traiter et de traiter efficacement le patient. Quand on traite de façon à ce stade-là, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'armes pour sortir de la situation. Je voulais donner un élément plus ou moins un élément de réponse à votre question de tout à l'heure sur la transplantation, juste pour dire que au sein de la communauté médicale, au sein de nos hôpitaux, on commence à parler de transplantation. Nous avons un projet de transplantation hépatique au niveau du CHU Blaise Compaoré que nous avons... Ça, c'est une bonne nouvelle. Oui, mais c'est pas simple. Il va falloir que nous soyons vraiment soutenus et que, disons, au point de vue politique, au point de vue économique, nous soyons vraiment poussés pour cela. Parce qu'il y a deux types de transplantation. Soit on prend le foie, une partie du foie chez un sujet qui est vivant et qui va continuer à vivre avec l'autre moitié de son foie. Et donc, il y a ce type de transplantation. Donc, on parle de transplantation à partir d'un donneur vivant. Et il y a aussi la transplantation à partir de donneurs cadavériques. C'est-à-dire, par exemple, un patient plus ou moins sain qui a fait un accident de la circulation et qui est en état de mort cérébrale, on sait qu'il décède, il ne peut pas survivre. On a la possibilité de faire un prélèvement d'organes chez ce décédé pour le donner à un autre. Mais tout ça demande une logistique vraiment très importante. Et nous avons commencé à écrire, nous avons écrit déjà ce projet. Au niveau du ministère de la Santé, il y a déjà des petites activités avec la France, avec la Turquie, qui nous ont permis déjà d'avoir des contacts pour nous aider sur ces projets. Donc, je pense que... On peut espérer la réalisation de ce projet d'ici combien d'années? Oui, ça c'est une grosse question. Disons que lorsque nous avons écrit notre projet, nous l'avons écrit sur 5 années. 5 années. Okay. Donc ça rentre dans le cadre de notre projet d'établissement au CHU Blaise Compaoré qui va de 2016 à 2020. On espère pouvoir transplanter en 2020, mais je pense qu'on commencera certainement par le rein, qui est plus simple. Et après, on ira sur le foie. C'est de bonnes nouvelles en perspective. Professeur Sondé, vous voulez compléter? Oui, juste pour compléter le volet thérapeutique, traitement à visée curative, traitement palliatif dont a parlé mon collègue. Le palliatif peut, dans certains cas, si vous voulez, ralentir la progression de la tumeur et permettre au malade d'être opéré et de rejoindre la case visée curative. Alors qu'il y a un troisième volet qui représente 90%, près de 95% de nos malades ici en pratique, c'est le traitement dit symptomatique. C'est-à-dire que là, le malade, comme je vous l'ai dit ici, ils arrivent avec le diagnostic qui est évident à l'examen du malade, avec un foie tumoral qui est massif. Vous ne pouvez que essayer de soulager sa douleur, lui apporter beaucoup d'humanité et essayer en tout cas d'apporter toute la solidarité que vous pouvez à ce niveau. C'est le traitement des symptomatiques. Professeur Abougma. Bien sûr, il y a aussi comme traitement le soutien. Le soutien psychologique qui est très important. Et parlant de la transplantation hépatique, il faut aussi que nos mentalités soient préparées à cela. Et ce n'est pas le plus simple. Tout à fait. Les gens préfèrent que leurs parents meurent avec leurs organes en entier
qu'ils servent à sauver d'autres vies. Et ça, c'est un travail de longue haleine. Il va falloir préparer la population à cette éventualité et les amener à comprendre. Ce n'est pas le plus simple, mais bon. J'espère que dans le projet, oui, effectivement, ce volet est pris en compte. Effectivement, c'est pris en compte dans le projet. Dans le projet, il est prévu. Nous avons déjà commencé d'ailleurs lors de notre congrès, la Société burkinabé de chirurgie, dont je suis président. Lors de notre congrès en 2012, nous avons organisé une table ronde où nous avons demandé à un prêtre, un imam et un pasteur de venir nous parler du don d'organes dans les différentes religions. Ça, c'était déjà... la cible, c'était les spécialistes, les chirurgiens. Et on s'est rendu compte qu'au sein même des chirurgiens, la compréhension n'était pas... Voilà. Donc, il y a des actions comme ça qui, en direction du grand public, qui sont prévues dans le projet. Nous allons découvrir à présent les questions des téléspectateurs avec Viviane Tiendrebeug. Bonsoir à tous. Les téléspectateurs ont effectivement appelé. Monsieur Ismaël Traoré du Bobo du Lasso s'adresse aux sommités qui sont sur ce plateau. Qu'est-ce qu'on peut faire pour un patient qui a un foie cirrhotique à l'échographie avec des transaminases très élevées? Il a parlé d'autres facteurs médicaux et il précise que la personne ne prend pas d'alcool. Une dame qui a appelé de Bama veut savoir si le piment peut provoquer le cancer du foie, la consommation. Et sur la même lancée, M. Meda Adjebourou demande si la consommation de certains aliments ou produits toxiques ne peut pas conduire au cancer. Madame Pélagie, depuis Bobo du Lasso, veut qu'on lui explique en quelques mots quelles sont les causes du cancer du foie. Wilfried Dabiré de Koudrou aimerait qu'on parle des signes cliniques du cancer du foie. Bref, qu'on dise aux téléspectateurs quand est-ce que quelqu'un ou son entourage qui regarde le malade peut soupçonner un cancer du foie. Monsieur Ouedraogo réside à Ouaga. Il aimerait qu'on lui dise si quelqu'un peut vivre avec l'hépatite B sans développer la maladie en dehors de tout traitement. Et il veut savoir si dans ces conditions-là, la personne peut transmettre l'hépatite B à une autre personne, son épouse en l'occurrence. Monsieur Sawadgo à Ouagadougou veut avoir une idée des symptômes de l'hépatite B. Et dans le même ordre d'idée, M. Nyamba Bourema à Ouargaï veut qu'on lui dise où est-ce qu'on peut faire le dépistage et combien est-ce que cet examen-là coûte. M. Doulkom, toujours dans l'ordre de savoir combien coûtent les examens, lui il s'intéresse à l'IRM. Est-ce que c'est à la portée du Burkinabé moyen? Monsieur Zongo Michel à Ouagadougou a posé deux questions. Est-ce qu'on peut procéder à une cure du foie quand on a un cancer du foie? Et est-ce que la consommation de boissons alcoolisées ou des autres boissons industrielles peuvent avoir un impact négatif sur le foie? Et dans la même logique, M. André Akaya, lui, se demande si la consommation du dolo local peut causer le cancer du foie. C'est tout pour les questions des téléspectateurs. Nous nous excusons auprès de tous ceux qui n'ont pas pu nous joindre parce que la ligne était occupée. Retour donc sur ce plateau. La première question, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter le cancer, professeur Boukma? Le cancer du foie. Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter le cancer du foie? C'est la lutte contre les facteurs de risque. Si vous avez une infection par le virus de l'hépatite B, il faut vous faire dépister et suivre, comme le virus de l'hépatite C également. Et il faut également éviter de prendre l'alcool. L'alcool est un facteur favorisant, comme on l'a dit. Il faut
Il faut de même éviter de manger des aliments infectés par l'aflatoxine, comme on l'a dit, le tabac également. Ce sont des facteurs qui peuvent favoriser. Et la cirrhose, quand on a une cirrhose, il faut se faire dépister et suivre pour que cette cirrhose ne conduise pas au cancer du foie. C'est ce qu'on peut dire et c'est ce qu'on a dit pendant l'émission. Donc, à cette question, professeur Sombier, le patient a un foie cirrhotique à l'échographie avec des transaminases très élevées. Il précise que la personne ne prend pas d'alcool. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ce patient? Je crois que c'est un appel de Bobo Dioulasso. Écoutez, le plus simple, un patient qui a un aspect de cirrhose à l'écho avec des transaminases élevées, il ne prend pas d'alcool. On l'a dit et redit, l'agent infectieux, le premier en cause, c'est le virus B et ou le virus C. Et le plus simple pour ce patient, c'est de prendre contact avec nos confrères donc, de l'hôpital de Bobo Dioulasso et les médecins ils vont bien s'occuper de lui. L'alimentation, professeur Sanou, l'alimentation, le rôle de l'alimentation dans la survenue de cancer de foie, le piment, les aliments toxiques, est-ce que tout ça peut nous amener vers un cancer de foie? Bien, ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure. Le dolo, c'est de l'alcool. Donc l'alcool, c'est un facteur de risque. Donc la consommation à partir d'une certaine quantité est un facteur de risque. Le piment, je ne pense pas que ça puisse être un facteur de risque de cancer du foie. Mais je crois qu'en dehors de ces éléments-là, il y a un seul élément spécifique peut-être dont on pourrait parler dans l'alimentation. C'est l'alimentation qui va vous conduire vers l'obésité. Voilà, il faut avoir une alimentation équilibrée pour éviter de rentrer dans l'obésité et d'avoir des risques de cancer du foie. Mais j'aimerais quand même ajouter que ça, c'est les éléments dont on a parlé pour le carcinome hépatocellulaire. Mais il y a aussi d'autres types de cancers primitifs du foie pour lesquels on ne va pas vraiment trouver de cause particulière. Et ce sont des tumeurs qui arrivent comme ça. On ne sait pas pour l'instant dire pourquoi elles arrivent. Vous avez par exemple ce qu'on appelle les cholangiocarcinomes qui se développent à partir des cellules des voies biliaires. Et ce sont des cancers qui sont très agressifs et pour lesquels il n'y a pas de facteur d'explication. Donc, souvent, ce qu'on entend, c'est qu'il a eu le cancer du foie alors qu'il n'avait même pas d'hépatite, il n'avait même pas il ne prenait pas d'alcool. Non. Et c'est pas pour ça non plus qu'on est autorisé à prendre de l'alcool parce que l'autre qui n'a pas pris d'alcool n'a pas fait un cancer du foie. Donc, lorsque vous vous mettez dans les facteurs de risque, vous avez plus de, plus de probabilité de développer la maladie. Peut-être juste un rajout ici pour les facteurs en cause. Clairement, le cancer au dépend des voies biliaires, c'est beaucoup moins fréquent que le cancer au dépend donc la cellule hépatique qu'on appelle l'hépatocyte. Et là, ici, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'au moment où le patient va développer son cancer, l'infection virale B ou C peut être négative en ce moment. Alors que le virus, ça fait des dégâts sur 20, 30, 40 ans. Quand le cancer se développe, le marqueur infectieux est absent. Mais pour le B ou le C, on a des marqueurs de contact qui nous permettent, la plupart du temps, de savoir qu'il y a eu un contact avec le virus. Et là, c'est clairement 9 malades sur 10, a priori, vraiment, qui ont un cancer du foie. Docteur Bambara, il y a Madame Pélagie, depuis Bobo, qui veut qu'on lui explique encore en quelques mots les causes du cancer du foie. C'est vrai qu'on en a beaucoup parlé au cours de l'émission. Si vous pouvez en quelques mots répondre à cette question. Non, en quelques mots, on a dit en fait que le plus souvent, avant d'arriver au stade de cancer, on passe par la phase de foie cirrhotique. Donc c'est surtout là, il faut retenir aujourd'hui, on parle surtout de l'hépatite B et C, qui sont vraiment les causes infectieuses les plus rencontrées et responsables dans la très grande majorité dans nos conditions d'exercice, donc la survenue du cancer primitif du foie. Donc c'est dit qu'à la fin de cette émission, il serait intéressant que chacun de nous puisse connaître son statut
vis-à-vis de l'hépatite B ou C. Ça, c'est déjà quelque chose, un grand pas que vous aurez fait déjà dans la prévention, dans la lutte contre le cancer primitif du foie. Donc, c'est ce qu'il faut retenir. Dans la très grande majorité des cas, c'est une cause infectieuse. Mais cela aussi nous permet donc de dire que, et comme on l'a dit, puisque les gens insistent beaucoup sur les signes, il faut faire attention. Il faut plutôt aller dans le sens du dépistage. Il ne faut pas attendre d'avoir les signes. Comme on l'a dit, parce que c'est un organe très délicat, on l'a dit dès le départ par le professeur Bougma, quel est le rôle important donc de cet organe, cette glande qui est très volumineuse au niveau donc de l'abdomen. Donc il ne faudrait pas attendre d'avoir les signes. Déjà, c'est de connaître dès les jours qui viennent votre statut par rapport à l'hépatite et bien sûr être dans un programme de ce qu'on appelle un bilan général annuel où on va connaître quelle est votre situation. Donc je pense que ce qu'il faut retenir, parce que si nous restons sur les signes seulement, on va dire, ah, il faut qu'on attende, on a vu à la télé, on a dit qu'il faut attendre tel signe, tel signe. J'encourage plus d'abord, pratiquement, connaître votre statut sérologique et, par rapport à l'hépatite B et C, et bien sûr, aller consulter pour déjà faire le point avant donc d'attendre qu'il y ait des signes. Okay. Donc, vous avez répondu en même temps à la question sur les signes cliniques. Professeur Bougma, est-ce qu'on peut vivre avec une hépatite B sans développer la maladie en dehors de tout traitement? Oui, on peut vivre. L'hépatite B est une maladie silencieuse habituellement. Et cette maladie silencieuse, on peut l'avoir sans effectivement s'en rendre compte. Mais et la personne demande si on peut, à ce stade, contaminer quelqu'un d'autre. Ah oui, on peut contaminer. On peut contaminer. On peut contaminer son partenaire, son épouse, ses voisins, ses enfants. On peut contaminer, même si on ne développe pas la maladie. Et il y a des porteurs chroniques inactifs qu'il faut bien sûr suivre. Tout le monde doit être suivi et qui peuvent rester inactifs jusqu'à la fin de leur vie. Mais il y en a qui, en cours de route, peuvent devenir actifs et développer la maladie. Et les porteurs actifs qui évoluent donc vers la chronicité, qui sont chroniques, des hépatites B chroniques, qui vont évoluer vers la cirrhose et chroniques actives qui vont évoluer vers la cirrhose et le cancer. Professeur Sombier, est-ce qu'on peut avoir une idée des symptômes de l'hépatite B? Si toutefois il y a des signes. L'hépatite B a deux phases. Il y a la phase aiguë, qui va être elle aussi 9 fois sur 10 sans symptômes. Une fois sur 10, le malade va faire ce qu'on appelle la jaunisse, il est fatigué, c'est par la prise de sang, transaminase très élevée, on fait le test pour la cause, virus B ou C, ou en tout cas alcool, médicaments ou autres germes. Maintenant, cette phase va passer inaperçue chez la majorité donc, des patients, particulièrement en Afrique où l'infection survient tôt dans la vie, en bas âge. Donc, et on découvre en fait l'infection lors d'un don de sang, un bilan de santé ou quand quelqu'un a perdu malheureusement un proche de la famille par une cirrhose ou un cancer. Et là, c'est silencieux en fait, ça ne donne aucun symptôme, aucun. L'hépatite B chronique, quand ça donne un symptôme, hélas, c'est déjà signe de complication. Est-ce qu'on peut faire le dépistage et combien coûte cela, professeur Sanou? Le dépistage de l'hépatite B. Vous avez une idée? Je vais laisser les gastro-entérologues répondre à cette question. Oui, justement, je rebondis par rapport à la question du téléspectateur qui demandait s'il y a un de la famille ou de la fratrie ou l'entourage qui est infecté, est-ce qu'il peut contaminer l'entourage? C'est de passer un message pour les rassurer sans stigmatiser. Le plus souvent, en fait, en Afrique, le partenaire ou l'entourage, quand on découvre l'infection, comme je dis, bien souvent, le portage, en fait, remonte à depuis l'enfance, en fait. L'infection est transmise par voie sexuelle, surtout dans les pays occidentaux. C'est très simple. Si je sais que je suis porteur du virus, il faut dépister tout mon entourage. Il y a un vaccin très efficace. S'ils ne sont pas infectés, ils ne sont pas protégés, ils se font vacciner, ils sont protégés, ils n'ont rien à craindre. Je crois qu'il ne faut pas être infecté et puis se dire je ne dis rien à mon entourage, j'évalue les risques d'infection et tout et je cache ça, ça c'est pas bien. C'est un vaccin donc qui est très efficace. C'est le premier vaccin anticancéreux, je le rappelle, donc qui a été découvert et qui a été et on ne le dit pas souvent. Il est disponible ici, donc en officine, en pharmacie. Il y a 2 présentations adultes. Ça fait 7 760 francs la dose. Il y a un schéma de 3 et de 4 injections qu'il faut. Et pour les enfants, c'est 4 560 francs la dose. C'est également possible au service d'hygiène. Donc, si le vaccin est disponible, ça peut se faire là-bas.
coût du dépistage. Le coût du dépistage. Alors, le coût du dépistage, le test, voilà, peut-être là, je profite. Un test individuel pour mes confrères médecins et tout, les 3 marqueurs qu'il faut demander, c'est l'antigène HBS, qui est le marqueur d'infection, l'anticorps anti-HBS, qui est le marqueur, en fait, de protection contre l'infection, qui montre qu'on est immunisé, et l'anticorps anti-HBC total. Dans l'hépatite B, il y a un petit c qui est marqueur. Donc, ce n'est pas le virus C. Ce marqueur témoigne du contact avec le virus. C'est les 3 marqueurs qu'il faut demander en dépistage, donc, chez un patient. Les 3 marqueurs, le moins cher ici, dans la ville de Ouagadougou, ça va de 2000 francs dans un centre, voilà, hors de Yalgado. À Yalgado, c'est 4500 le marqueur. D'autres structures, c'est 5 000 et dans les cliniques, ça va de 10 000 à 11 500 le marqueur. Mais en gros, si je prends les 3 marqueurs, dans le centre le moins cher, ça fait 2 000 fois 3, 6 000 francs. Vous avez un statut qu'on peut interpréter de façon correcte. Okay. Revenons à la contamination et à la stigmatisation. Dans le moyen populaire, quand quelqu'un est infecté par le virus de l'hépatite B dans la famille, on le met à l'écart. Ses plats sont à part, le verre est à part, on ne peut pas s'approcher de lui. C'est pas ça du tout. Et comme le professeur Sombi l'a dit, on a souvent l'infection plus tôt dans l'enfance. Et ce n'est pas en buvant dans le même verre que son enfant, sa femme ou son voisin qu'on va être contaminé. Cette contamination vraiment est anecdotique et donc il n'y a pas vraiment de risque à vivre à côté de quelqu'un qui est infecté si on n'a pas de contact sanguin, si on n'a pas de contact sexuel pour certaines personnes. La stigmatisation, oui, m'amène à un peu raconter une histoire où, en tant que cancérologue, j'avais affaire à un patient qui a un cancer primitif du foie. Il disait que malheureusement, lorsqu'on devait préparer, et c'est même son épouse qui récupérait la nourriture et qui venait de déposer devant la porte parce qu'elle craignait que, étant donné qu'il a une toute contamination, et que donc même les enfants, il ne devait plus avoir accès à ses enfants pour ne pas être contaminé du cancer du foie. Je pense qu'il a fallu que nous puissions rencontrer la famille et discuter pour leur dire que ce n'est pas ainsi. Parce que le cancer du foie, dès qu'il est installé, ne peut pas contaminer quelqu'un. Ça, il faut le dire. Et d'une manière générale, ce qu'il faut dire, c'est que nos patients qui sont atteints donc de cancer en général ont besoin plus de soutien que de stigmatisation. J'aime bien le dire que le cancer ne doit pas être considéré comme une maladie honteuse. Nous devons tous les soutenir parce que nul n'est à l'abri donc de la survenue de cette maladie de manière générale. Donc ce n'est pas intéressant que l'on puisse donc stigmatiser ces patients, les isoler comme si déjà le cancer installé va donc être transmis à l'entourage. Okay. Professeur Sanou, il y a un téléspectateur qui demande le coût de l'examen IRM. Avant de répondre à cette question, je voudrais ajouter quelque chose sur ce qui a été dit au point de vue de la transmission de l'hépatite B. Il y a une pratique chez nous qui a tendance à favoriser la transmission. C'est le traitement des corps d'abord, et le traitement des corps qui, dans certains cas, ne se fait pas de façon hygiénique, correcte. Port de gants, faire attention à la manipulation des liquides biologiques. Au-delà de cela, vous avez également la prise en charge même des patients atteints. Alors, lorsque quelqu'un est malade, l'entourage a tendance à ne pas prendre des précautions pour les soins. Voilà. Donc, il faut vraiment que l'entourage prenne des précautions. Porter des gants, c'est quand même important parce qu'on peut avoir des petites lésions cutanées et en manipulant les liquides biologiques, il peut y avoir une transmission. Le coût de l'IRM, c'est au minimum 150 000 francs dans la ville de Ouagadougou. Ça va de 150 000 à 160 170 000 francs l'examen. Dernière question des téléspectateurs. Est-ce qu'on peut procéder à une cure de foie et puis la consommation de boissons alcoolisées ou non, si cela a un impact sur le foie? Oui, je ne sais pas qu'est-ce qu'il appelle une cure de foie. Maintenant, je dis à mes patients, à mes consultations, écoutez, l'alcool,
c'est pas interdit. Donc, il faut user de l'alcool, mais pas abuser de l'alcool. Donc, on peut consommer de l'alcool raisonnablement. Après, ça dépend. Voilà, si on a une maladie chronique, du foie, une cirrhose, le médecin vous dira plus d'alcool du tout. D'accord. Parce que ces deux questions, la personne aussi parle d'alcool, de boissons non alcoolisées. Est-ce que ça peut avoir un impact? Non, quand on dit si c'est vraiment de la boisson, si c'est vraiment les une boisson gazeuses. Les boissons gazeuses, on n'a pas d'études qui aient prouvé qu'il y a un impact sur la survie dans le cancer du foie. Mais ce qu'il faut dire d'une manière générale, il faut avoir une bonne hygiène de vie. Il ne faudrait pas en abuser. Et surtout, ce qui est actuellement déplorable, c'est que la fréquence de la présence des alcools frélatés, de qualité douteuse, parce que souvent les gens n'ont pas accès à l'alcool. Donc, il faudrait faire beaucoup attention. Et comme on l'a vu ici, malheureusement, c'est un cancer qui survient ici sur des ceux qui sont très jeunes, qui ont vraiment un rôle important dans l'activité économique de notre pays. C'est vraiment interpeller les jeunes pour avoir une bonne hygiène de vie, faire attention et bien sûr connaître donc son statut vis-à-vis donc de l'hépatite B et C, qui ont été vraiment fortement incriminés dans la survie donc le cancer primitif du foie au Burkina et ailleurs. Et surtout rajouter que ici, le virus de l'hépatite B, on est en zone endémique. Donc, je dis souvent, les gens sont infectés à leur insu. Ils l'ignorent, beaucoup ne savent pas. Donc, ils sont porteurs du virus, plus alcool. Donc, les deux effets sont délétères pour le foie. Donc, ils ne savent pas qu'ils ont le virus déjà. Donc, virus et alcool, c'est un facteur de progression plus rapide vers la cirrhose et le cancer du foie. D'accord. Professeur Sanou, quelles sont les chances de survie en cas de cancer du foie? Alors, lorsque vous prenez tous les stades confondus du cancer du foie, c'est-à-dire les cancers vus très tôt jusqu'au cancer vu de façon tardive, vous avez une survie à 5 ans, parce qu'on parle de survie à 3 ans, 5 ans, 10 ans. À 5 ans, vous avez moins de 15% dans les études globalement mondiales. Alors, lorsque vous prenez les cancers qui sont découverts tôt, moins de 2 cm de diamètre par exemple, et qui sont traités correctement, la survie à 5 ans va remonter jusqu'entre 40 et 70%. C'est-à-dire que sur 10 patients, vous avez 7 qui seront vivants à 5 ans après le diagnostic. Donc ça dénote encore l'importance du dépistage, comme on l'a dit, et du diagnostic précoce pour faire un traitement correct. Alors ça, c'est des données de la littérature et tout. Maintenant, des données de la vraie vie. Ici, dans notre pratique quotidienne, la survie moyenne, c'est moins de 3 mois. Une fois que le diagnostic est fait, que le malade est symptomatique. Dans la littérature, c'est 6 mois, mais ici, c'est clairement moins de 3 mois. Moins de 3 mois. En Afrique, on parle de survie entre 2 et 4 mois quand la tumeur est déjà découverte au stade avancé. 2 et 4 mois, le patient... C'est foudroyant. Voilà pourquoi on interpelle vraiment le fait qu'il faut vraiment connaître son statut. C'est important de connaître son statut concernant l'hépatite B. Parce que lorsque vous arrivez à des stades avancés, malgré la bonne volonté de toute l'équipe que vous avez sur ce plateau et ceux qui sont ailleurs, c'est difficile. Parce que c'est une question scientifique. Ce n'est pas parce qu'on est à Ouagadougou que les conditions vont changer. Donc vraiment interpeller pour qu'on puisse faire le dépistage de l'hépatite B et C rapidement. Et bien sûr, avoir une habitude de consultation au niveau du personnel médical lorsque vous voyez quelque chose qui n'existait pas dans votre corps ou des signes qui n'existaient pas, vous devez donc aller consulter rapidement pour qu'on ait la chance. Comme vous l'a dit le professeur, lorsqu'on a des tailles qui sont très petites, vous voyez que la survie est plus importante, 40 à 70%. Mais lorsque vous venez à des stades très avancés, là, ça devient un peu plus compliqué. Je voudrais juste dire un petit mot. Nous sommes presque à la fin de l'émission. Je voudrais insister encore pour dire cette différence. Il a dit tout à l'heure, il a parlé de survie à 3 mois, 4 mois. Mais j'aimerais dire que nous avons traité des cas par la chirurgie depuis 5 ans. Et la survie la plus importante que nous avons actuellement, c'est 2 ans. 2 ans. Cancer du foie opéré, vu assez tôt, opéré, de patients à 2 ans de survie. Déjà, c'est quelque chose qui doit montrer aux gens qu'il faut faire le dépistage de l'hépatite, il faut se faire suivre après pour pouvoir avoir des chances d'avoir une survie plus élevée. D'accord. Nous sommes à la fin de cette émission, mais avant de conclure, professeur Bougma, existe-t-il un programme national de lutte contre les hépatites virales au Burkina Faso? Malheureusement, nous ne disposons pas d'un programme national à ce niveau. Mais il y a un plan stratégique de lutte contre les hépatites virales qui va précéder donc la mise en place du programme qui est en route et qui, je
je l'espère, je crois, pour ce plan stratégique pourrait être adopté très prochainement par le gouvernement. Nous espérons bien, pour permettre effectivement de combattre les infections virales, hépatiques, les virus B et C. D'accord, docteur Bamba, dernière intervention. Oui, rapidement, c'est pour dire que nous avons vraiment une pensée vraiment pieuse et importante pour toutes ces personnes qui sont atteintes ou affectées par le cancer de manière générale et le cancer primitif du foie, et de dire que de ne pas se sentir seul, de ne pas s'isoler. Parce que c'est ça aussi la triste réalité. Nous avons des sous-notifications, nous ne connaissons pas les cas réels, parce que beaucoup ne vont pas à l'hôpital. Beaucoup pensent que c'est une fatalité, ils peuvent faire rester à la maison pour donc décéder. Donc nous les invitons vraiment à oser faire le pas. Souvent, peut-être que ce n'est pas un stade avancé comme ils le pensent et qu'il y ait possibilité de faire quelque chose pour eux. Voilà ce qu'on peut dire. Merci. D'accord. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir et à très bientôt pour un autre numéro de Santé Mag.